Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer tranquillement. Je pense que voilà, petit à petit, je vois que le nombre de participants augmente, donc je vais introduire et les gens auront le temps de nous retrouver. Donc, bienvenue à ce webinaire organisé par le RTES, Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, en partenariat avec l'agence Erasmus+ France Éducation Formation. On est ravis de co-organiser ce webinaire donc autour de Erasmus+, un programme voilà, européen qui offre des opportunités pour développer les politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire. C'est voilà, ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. Avant de vous présenter les différents intervenants, je voulais vous dire un mot sur très rapide hein, sur le RTS et surtout pourquoi le RTS co-organise ce temps avec Erasmus+. Le RTS, c'est un réseau de collectivités territoriales qui a bientôt 20 ans. La plupart d'entre vous, vous le connaissez bien et qui, depuis ses débuts, s'intéresse à la dimension européenne. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que voilà, le cadre réglementaire européen impacte les relations que les collectivités territoriales ont avec les structures de l'économie sociale et solidaire de leur territoire et qu'il est important de porter, d'une part, de défendre le développement de l'économie sociale et solidaire à l'échelle européenne et de porter la voix des collectivités territoriales pour mettre en évidence le rôle que jouent les collectivités dans le développement de l'ESS et à quel endroit, du coup, il est important de faire évoluer les cadres. Aussi parce que l'Europe et à travers les fonds structurels européens et différents programmes sectoriels offrent aussi de belles opportunités pour les collectivités territoriales, pour cofinancer le développement des écosystèmes, des initiatives de l'ESS sur leur territoire. Mais aussi et peut-être surtout, c'est vrai on est attaché au RTS et on a l'habitude de dire que l'Europe, ce ne sont pas que des financements. Donc aussi et surtout parce que l'Europe, c'est un formidable terrain de jeu, terrain de coopération, endroit où on peut vraiment découvrir de bonnes pratiques, s'inspirer. Euh, En apprendre sur soi-même et ses territoires. Voilà, c'est intéressant de voir qu'au niveau européen, finalement, même dans des contextes parfois qui peuvent sembler très différents, les collectivités locales, les gouvernements locaux sont souvent confrontés aux mêmes problématiques et voir comment ces pairs, d'autres ont mis en place, réfléchi des systèmes, des coopérations pour répondre à ces enjeux, c'est souvent très inspirant. Et le programme Erasmus+, c'est justement un programme européen d'échange, d'apprentissage entre pairs. Voilà, c'est vraiment ce qu'on va voir tout au long de ce webinaire. On est ensemble jusqu'à 15h30. Euh, et du coup, nous sommes ensemble, excusez-moi. Nous sommes ensemble et donc voilà, je présente rapidement les personnes qui vont intervenir. Nous aurons d'une part Estelle Duprat et Israël Mendes de l'agence Erasmus+ Éducation Formation. Je les laisserai se présenter davantage tout à l'heure. Et nous avons également le témoignage à deux voix de Mathilde Pellizzari et Philippe Marchal de Toulouse Métropole, qui pourront voilà, présenter aussi la manière dont Toulouse Métropole s'est emparée du programme Erasmus+, et notamment pour soutenir l'économie sociale et solidaire. On a aussi envie que ce soit un temps d'échange avec vous, donc surtout n'hésitez pas déjà à poser vos questions dans le chat. Moi, je ferai en sorte de les relayer au moment opportun aux intervenants. Et puis, on gardera aussi un temps d'échange où on pourra là ouvrir les micros un peu plus tard. Voilà, j'en dis pas plus, vous étiez un peu plus de 70 inscrits, vous êtes actuellement 30 participants, mais je vois que ça augmente encore. Et puis ce webinaire est enregistré. Voilà, je donne tout de suite le micro à Estelle Duprat et Israël Mendes. Et j'arrête mon partage pour que vous puissiez partager le vôtre. Merci Chloé, bonjour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Merci beaucoup au RTS d'organiser cette session.
Nous, on est ravis d'être avec vous sur cette fin de semaine et ce début d'après-midi. Effectivement, je suis Estelle Duprat et je suis accompagnée de mon collègue Israël Mendes. Alors, nous sommes tous les deux ingénieurs de promotion et d'animation pour l'agence Erasmus+ France Éducation Formation qui est basée à Bordeaux. Vous avez peut-être entendu parler d'une autre agence Erasmus+ France qui s'appelle Erasmus+ France Jeunesse et Sport et qui, elle, est à Paris. Nous sommes deux agences nationales dont la mission principale est la gestion des fonds européens pour l'éducation et la formation, c'est-à-dire le programme Erasmus+ et le programme du Corps européen de solidarité. Et à Bordeaux, Israël et moi, nous travaillons particulièrement sur le secteur de l'éducation et la formation. Vous allez voir un petit peu plus tard ce que ça veut dire, tout ça. Voilà, et notre mission principale à Israël et moi, c'est de faire savoir qu'Erasmus+ n'est pas que pour les étudiants. Et c'est cela que nous allons effectivement voir ensemble pendant environ 1h30. Alors ce webinaire, il est composé en 3 étapes. La première, ça va être une introduction hein, sur les fondamentaux du programme Erasmus+. On met tout le monde à niveau. Et puis ensuite, on abordera les types de financement et notamment avec l'illustration par le témoignage de Toulouse Métropole de ce qu'une collectivité, de pourquoi finalement une collectivité va chercher de l'Erasmus+. Et puis enfin, nous vous présenterons les ressources indispensables si vous avez besoin d'en savoir plus. Donc cette présentation, comme l'a dit Chloé, est enregistrée et le lien du support que vous allez voir tout au long de la session pourra vous être mis à disposition. Alors, pourquoi cette présentation au réseau et pourquoi alors nous, vraiment, on est ravis de cette invitation. Eh bien, en effet, depuis 3 ans, bientôt, l'agence nationale anime un groupe de travail multi-acteurs dont l'objectif est de faire entrer plus de collectivités territoriales dans le programme. Alors, aussi bien comme coordinatrice de projet, mais pas que, aussi pour que les collectivités soient mieux informées, qu'elles puissent être relais d'information, accompagner les structures de leur territoire sur ce programme Erasmus+. Et cela porte ses fruits puisque 92 projets Erasmus+ ont été financés depuis 2021. Et ces 92 projets sont portés par 36 collectivités territoriales différentes. Ça engage 14,3 millions d'euros depuis 2021. 92 projets financés sur 121 candidatures déposées, c'est-à-dire quasiment 75% de taux de réussite. Donc, ça veut dire que les collectivités, elles ont vraiment leur place dans le programme Erasmus+. Donc, vous êtes bien au bon endroit cet après-midi. Merci Estelle. Et pour commencer, et comme vous le savez sûrement déjà, Erasmus+, c'est le programme de l'Union européenne et pour l'éducation, pour la formation, pour la jeunesse et le sport. Ce sont des fondamentaux qui aident les citoyens à assurer leur développement personnel et professionnel. Les programmes Erasmus+ œuvrent en faveur des citoyens pour acquérir plus de connaissances, d'aptitudes et de compétences qui sont nécessaires dans une société en pleine mutation qui devient de plus en plus mobile, multiculturelle et numérique. Comme l'a montré la pandémie du Covid-19, l'accès à l'éducation s'avère indispensable pour garantir une reprise rapide en favorisant l'égalité des chances pour tous. C'est pour cela que les programmes se tournent plus largement et plus efficacement vers des personnes d'âge différentes et aux origines culturelles, sociales et économiques variées. Les programmes poursuivent les objectifs de promouvoir la mobilité des individus et des groupes à des fins d'apprentissage formel, non formel et informel, ainsi qu'à la coopération, la qualité, l'inclusion, la créativité et l'innovation des organisations et des politiques dans les domaines de l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport. Les programmes Erasmus+ a comme pilier les 4 priorités que vous savez à l'écran. La première priorité est l'inclusion.
Ici, le programme vient chercher l'inclusion sociale en donnant accès à la mobilité au public les plus éloignés des possibilités d'éducation et de formation. L'inclusion numérique contribue au renforcement et l'acquisition des compétences numériques des personnes dans les différents secteurs éducatifs. Les programmes contribuent également aux transitions écologiques et durables en accompagnant les participants à des pratiques respectueuses de l'environnement. Et enfin, les programmes promeuvent l'engagement civique, la participation active à la vie démocratique à travers une citoyenneté active et attachée aux valeurs d'une société ouverte et démocratique. Vous savez à l'écran les pays participants au programme. Il s'agit des pays qui contribuent financièrement et, au programme. Ce sont les 27 États membres de l'Union européenne. Et les pays tiers associés, il s'agit de la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord et la Serbie. En fonction du type de projet que vous allez développer, il y a aussi la possibilité de coopérer avec les autres pays du monde. À l'écran, vous avez quelques rappels sur le programme Erasmus+. Et tout d'abord, il faut savoir qu'avec Erasmus+, il n'y a pas de commande publique. Vous montez votre projet à partir de vos propres besoins. Aussi, les programmes Erasmus+ déclenchent 80% de la subvention lors de la signature du contrat et limitent ainsi l'avance des trésoreries. Les projets Erasmus+, ce sont des projets de structure, c'est-à-dire un particulier ne peut pas demander une subvention. Dans ces cadres, il est conseillé de constituer au niveau de votre structure une équipe projet pour la bonne tenue de route du projet. Si vous insérez un projet Erasmus+ dans votre structure, forcément, vous allez avoir une dimension européenne, car c'est la demande d'avoir des partenaires en Europe. Vous allez pouvoir confronter vos pratiques avec des homologues européens ou observer comment sont traitées vos thématiques ailleurs. Erasmus+ comprennent actuellement la période 2021-2027. Il y a des appels à propositions annuellement, donc tous les ans, il y a des réelles possibilités de financement. Il y a un guide du programme qui nous indique les dates et les modalités des candidatures et une note que vous pouvez trouver dans les bulletins officiels de l'éducation nationale et qui nous donne les règles nationales et précise les structures et profils des personnes éligibles. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner les premières informations sur Erasmus+, qui vont vous permettre de décider si oui ou non c'est un fonds européen qui mérite votre attention. Donc, pour ce faire, il vous faut très rapidement comprendre l'architecture du programme. Et vous allez voir, c'est assez simple. Le premier élément à comprendre, le programme Erasmus+, sur la période 2021-2027, est organisé en secteurs qui regroupe des activités d'apprentissage au sens large. En effet, pour Erasmus+, on apprend dans tout un tas de situations et le programme tente de toutes les soutenir. Et pour cela, eh bien, il est nécessaire d'y voir un peu plus clair, surtout à 32 pays ou 33, voilà, 32 pays européens. Alors, comprendre cette architecture, c'est l'étape indispensable en fait de votre diagnostic. Erasmus+ est-il fait pour nous ou pas? Pourquoi? Parce que déterminer le secteur dans lequel une idée de projet s'inscrit va vous permettre de connaître les opportunités de financement à votre disposition, le type de projet que vous pouvez monter et le cadre de votre projet. Alors, si vous commencez par imaginer un projet et que vous cherchez ensuite à rentrer dans une de ces cases, vous risquez de perdre un temps précieux. Donc, pour se situer dans cette architecture du programme, posez-vous les questions suivantes. Au sein de la collectivité, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et surtout, pour qui? Cela va aider à déterminer si votre idée de projet européen s'inscrit dans le secteur de l'enseignement scolaire, qui regroupe les activités d'apprentissage qui sont proposées dès la petite enfance, de la maternelle jusqu'à la fin du second cycle général et technologique, c'est-à-dire le bac. Le secteur de l'enseignement supérieur, c'est celui qu'on connaît souvent très bien,
qui regroupe les activités d'apprentissage qui sont couvertes par la formation initiale du supérieur, c'est-à-dire le post-bac. Le secteur de l'enseignement de la formation professionnelle qui va regrouper toutes les activités d'apprentissage qui préparent à une certification professionnelle de niveau 3 ou de niveau 4 et qui donc relèvent de l'enseignement et de la formation professionnelle initiale ou de la formation professionnelle continue. Le secteur de l'éducation des adultes regroupe les activités d'apprentissage qui sont complémentaires ou alternatives à de la formation qualifiante. Donc, les activités qui sont proposées par un centre social, les associations d'éducation populaire, les maisons de quartier, et vous-même, collectivité, vous proposez aussi des activités d'apprentissage, vous le verrez. En tout cas, ce secteur, c'est l'incarnation de l'éducation et la formation tout au long de la vie. En général, c'est le secteur qu'on connaît le moins bien. Le secteur de la jeunesse regroupe les activités d'apprentissage qui sont proposées à des jeunes entre 13 et 30 ans. On est jeunes jusqu'à 30 ans pour Erasmus+. En dehors, alors ces activités, elles sont proposées en dehors des cursus formels, c'est-à-dire des temps scolaires et des temps universitaires. Et puis, dernier secteur du programme, c'est le volet sport. Ce sont les activités d'apprentissage qui sont basées sur les valeurs et la pratique des sports. Donc, ce n'est pas parce que vous travaillez particulièrement sur le secteur de l'économie sociale et solidaire que vous vous inscrivez automatiquement dans un des secteurs d'Erasmus+. Même idée, ce n'est pas parce que vous travaillez au sein d'une collectivité territoriale que vous êtes obligatoirement fléché vers un secteur Erasmus+. Ils peuvent tous vous concerner. Deuxième élément à comprendre pour s'inscrire dans l'architecture du programme Erasmus+, c'est quelles activités sont soutenues par le programme, quelles activités pouvez-vous développer avec des partenaires européens. Si les activités que vous souhaitez développer permettent à des personnes de partir dans un autre pays pour y collecter des compétences, effectuer un séjour à l'étranger au sein d'une organisation d'accueil pour améliorer ses connaissances, ses compétences, alors ces activités sont des activités de mobilité d'apprentissage, c'est le jargon du programme. Les activités de mobilité d'apprentissage relèvent de ce qu'on appelle l'action clé 1, c'est les blocs bleus sur votre écran. Si vous souhaitez travailler directement avec d'autres structures autour d'une problématique commune pour échanger, mutualiser vos pratiques, élaborer des outils de formation, transférer une nouvelle méthode d'accompagnement, alors ces activités relèvent de ce qu'on appelle les projets de coopération, donc de l'action clé 2 d'Erasmus+, ce sont les blocs jaunes. Voilà, c'est le grand type d'activité à comprendre et comprendre la différence entre les deux principaux types de financement, ça va vous permettre de situer votre idée de projet dans cette architecture du programme. Voilà, si vous avez compris le fonctionnement par secteur et ces deux principaux types de financement, eh bien, vous avez compris l'architecture du programme Erasmus+. Alors, pour rendre les choses plus concrètes et illustrer un petit peu cette théorie et cette architecture du programme, eh bien, bonjour Mathilde et Philippe. Merci beaucoup d'être à nos côtés pour illustrer donc concrètement tout ce que tout ça veut dire et pourquoi finalement Toulouse Métropole s'est saisie d'Erasmus+, et surtout pourquoi faire. Alors, je vous laisse vous présenter et puis nous raconter un peu l'aventure. Merci beaucoup. Je vous partage la petite présentation que j'ai préparée, si je la trouve. Je vais d'abord me présenter parce que je ne la vois pas dans mes onglets. Donc, Mathilde Pellizzari, je suis chargée de mission économie sociale et solidaire Europe à Toulouse Métropole. Donc, c'est un poste qui a été créé en octobre. Et donc, j'ai la chance, dans le cadre de mes missions, de pouvoir suivre l'accréditation Erasmus+, dédiée à l'économie sociale et solidaire, qui nous permet de réaliser des mobilités et qu'on va vous présenter juste après. Et je travaille avec mon collègue Philippe Marchal, que je laisse se présenter et commencer à parler du projet. Bonjour, donc je suis Philippe Marchal, je suis chargé de mission Europe à la direction Europe internationale de la métropole et Mathilde qui est à l'ESS, nous sommes dans la même direction, c'est la direction du développement économique. Et alors moi,
un petit peu comme un certain personnage de bande dessinée, je suis tombé dans une marmite Erasmus+ quand j'étais plus jeune, dans ma carrière professionnelle, et c'est quelque chose que j'ai toujours suivi. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que depuis 2014, mais un peu plus depuis 2021, pour reprendre un autre personnage de bande dessinée, comme tu le disais très justement, Estelle, ce n'est plus que les jeunes. Erasmus a marqué notre génération parce que l'auberge espagnole, et puis c'est, je pense, un des programmes les plus célèbres et les plus appréciés par les citoyens français, donc on aime bien. Et la France, on est quand même, je pense, dans ces dernières années, le pays qui fait le plus de mobilité Erasmus+ entrantes et sortantes. Donc ça, on peut en être fier. Mais maintenant, donc, pour paraphraser Hergé, c'est de 7 à 77 ans. Allez, j'oublie peut-être quelques tranches d'âge, mais c'est à peu près ça. Et en 2021, nous, notre direction générale du développement économique a souhaité développer les mobilités. Alors au début, nous on faisait, dans la programmation 2014-20, on a fait 300 mobilités sur 7 ans. C'était surtout des jeunes de la formation professionnelle parce que nous sommes dans un réseau européen Charcha FP mené par Barcelone, 40 villes européennes, où on fait des échanges de stages ou de visites, donc de stages d'apprentis ou d'étudiants de la formation professionnelle, des professeurs, des visites, voilà, ou des job shadowing individuels pour des adultes aussi. Et en gros, mon élu et mon directeur m'ont dit en 2020, pour 2021, on va te demander de multiplier par 4 le nombre de mobilités, passer de 250 à 1000. Et alors, c'est là où j'ai commencé un petit peu, non pas à frémir, mais j'ai été bien voir les sites Erasmus+. On avait un peu de temps, hein, 2020, je vous rappelle ce qui s'était passé, donc j'avais le temps d'aller sur mon ordinateur à la maison. Et c'est là où j'ai découvert que les accréditations allaient être ouvertes aux collectivités, enfin à tout le monde en fait. Et donc, nous avons bâti à la direction internationale, Europe internationale, l'action 21 de la feuille de route de la DG, donc d'Aveco, c'est-à-dire augmenter par 4 les mobilités sur 21-27. Et on est parti donc de... Alors, on avait déjà l'Office franco-allemand pour la jeunesse, hein, sur lequel on travaillait avec nos 2 villes partenaires allemandes, sur des financements. Là, on a décidé, la première accréditation demandée, ça a été celle de l'ESS, parce que grâce à une publicité, pas une publicité, mais une présentation de l'agence de Bordeaux, donc j'imagine venant de vous, Israël et Estelle, un petit article sur l'ESS était accessible pour Erasmus+, etc. Donc, ayant la direction Erasmus+, ESS à 3 bureaux du mien, j'ai pris un petit rendez-vous. Et ça tombait bien parce qu'ils étaient eux aussi en train de faire leur feuille de route. Je pense que Mathilde l'évoquera un peu plus tout à l'heure, un peu plus rapidement. Enfin, après que je termine ma présentation, c'était un plan de l'économie sociale et solidaire en 6 points. Et je leur ai dit, donc la bonne nouvelle, c'est que l'ESS allait pouvoir bénéficier d'une accréditation, bien sûr, si on la réussissait, etc. Et donc, l'ancienne chef de service ESS a décidé de faire un septième objectif de cette feuille de route ESS, c'était l'internationalisation de l'économie sociale et solidaire sur Toulouse Métropole, et donc qui nous a permis de faire notre plan Erasmus+, et de déposer l'accréditation. Pas seulement Toulouse Métropole, ça aussi Mathilde vous en parlera, mais avec un consortium d'associations, de SKIC, de SCOP, enfin de plein de termes que moi j'ai un peu plus, pas appris, mais enfin un peu plus découvert parce que je ne suis pas du monde de l'ESS, donc on a travaillé là-dessus. Ensuite, la ville, on a décidé d'aller aussi sur une accréditation jeunesse pour les 6 directions jeunesse de la ville de Toulouse et de la métropole de Toulouse, puisqu'on est... Nous, on est des services mutualisés, hein, le développement économique à ces 2 collectivités. Et donc, après avoir gagné un peu plus de 80 mobilités sur l'ESS, on en a gagné 450 sur la jeunesse. Et on a terminé par une accréditation pour nos référents Europe. Et là, c'est toujours éducation des adultes, mais menée non pas par Toulouse Métropole, mais par la mairie de Toulouse. Sur les référents Europe, on a un réseau de 70 référents Europe dans les directions métiers, vers lesquels on abreuve ces référents de veille,
européenne, d'activités, de formation, etc. Et on s'est dit quand même que l'acculturation européenne, elle vient aussi quand les gens ont fait déjà une première mobilité collective ensemble, en découvrant un sujet qui peut être intéressant. Et ce qu'on a décidé, donc, c'est de faire une visite par an pour 10 à 15 personnes de ces référents Europe. Non pas une visite, mais plutôt une mobilité apprenante à Bruxelles pour apprendre, rencontrer des fonctionnaires européens pour voir comment ils faisaient les programmes européens, comment ils se servaient aussi des acteurs pour les faire évoluer, rencontrer notre Occitanie Europe, La la représentation représentation. voilà, de l'Occitanie à Bruxelles, et puis rencontrer aussi les partenaires européens dans chaque domaine, hein, puisque RTES, vous avez RIPES, hein, si je ne m'abuse, c'est ça, le réseau européen de l'économie sociale et solidaire. Je crois qu'en Europe, ça Il y en a s'appelle l'économie. plusieurs. Il y en a plusieurs. Ah, mais il y en a Bon. plusieurs. Okay. Bon, on a eu l'honneur de rencontrer à notre première visite préparatoire, je crois, le secrétaire général de RIPES, qui est devenu le ministre de l'économie sociale et solidaire du gouvernement espagnol. Ah, Le jour où il nous rencontrait, secrétaire général de Social Economy Europe. Voilà, et c'est le jour de notre rencontre qu'il a appris cette nouvelle, et voilà, il était content, nous aussi pour lui, évidemment. Donc en gros, voilà, et toujours, on a bâti nos accréditations avec des mobilités collectives pour acculturer les personnels pour le taux départ, et des mobilités de type job shadowing individuel, donc situation en milieu de travail, hein, c'est ça, études en, excusez-moi, observation en milieu de travail. Et là, c'est la première année d'ailleurs qu'on fait ça avec l'accréditation ESS et jeunesse. Et on a été surpris quand même de voir qu'on avait sur les 2 accréditations plus de 35 demandes, alors qu'on n'en a que 25 à... Voilà. Donc, ça marche bien aussi. Et ça prouve aussi pour notre DG, elle aime bien le dire maintenant, ça prouve aussi que c'est des projets win-win, hein, c'est-à-dire que pour les personnels, c'est quand même assez enthousiasmant d'aller faire une mobilité de job shadowing individuel dans un service d'une autre collectivité ou d'une autre association, bref, puisqu'on a on a une accréditation jeunesse, ça peut être aussi dans des structures jeunesse associatives. Voilà la genèse, nous, de notre démarche Erasmus+. On en est assez fiers. Et surtout, je voudrais rassurer tous mes collègues des collectivités locales. Certes, il y a un petit peu d'administratif, surtout budgétaire au début pour caler, parce que les années, vous savez, les années budgétaires des collectivités, c'est pas forcément les années Erasmus+, qui sont sur 15 mois, enfin voilà, c'est un peu... Mais comparé à du Horizon Europe, à du FEDER et à du FSE, qui est la Rolls-Royce du contrôle, il n'y a pas plus simple que Erasmus+ dans la vie. Voilà. Merci Philippe. Vous voyez bien les slides qui défilent. Alors moi, mais bon, la dernière fois, j'étais la seule concernée. Je ne vois qu'une seule slide et ça ne bouge pas. Mais peut-être que je suis la seule. La première, tu vois la première toujours? Je vois la feuille de route ESS, Toulouse Métropole. Ok, bah c'est bon, on est bon. Merci. Donc effectivement, comme l'a dit Philippe, l'accréditation Erasmus+, ça a permis d'ouvrir la feuille de route avec l'idée de monter en compétences grâce à la mobilité. Mais Erasmus+ vient aussi au service de cette feuille de route, notamment sur l'axe 2, relever 3 défis sociétaux, inclusion sociale, économie circulaire, alimentation durable. Donc, le plan a été développé pour qu'il soit au service de cet axe et ces 3 défis qui ont été jugés particulièrement prégnants sur les territoires. Donc, au service de notre feuille de route qui, en fait, est co-construite et co-mise en œuvre par Toulouse Métropole et 21 de ses partenaires. Et donc, c'est ce pourquoi, finalement, notre consortium Erasmus+, se compose de Toulouse Métropole et de partenaires qui font partie de ce collectif Toulouse Métropole Impact. Alors, pas tous à ce stade, au moment où donc tout le monde n'était pas dans le collectif au moment où la demande a été déposée. Aujourd'hui, il y a l'idée d'ouvrir le consortium pour pouvoir impliquer nos nouveaux partenaires aussi dans Erasmus+.
Donc, c'est un consortium qui sert le collectif Toulouse Métropole Impact, qui est composé de têtes de réseau et acteurs structurants de l'ESS avec lesquels on travaille au quotidien. Des partenaires qui opèrent les dispositifs ESS de la métropole, donc les dispositifs d'accompagnement d'entreprises de l'ESS, les lieux totems de l'ESS, c'est-à-dire les tiers-lieux qui représentent particulièrement l'ESS sur le territoire et pour la plupart hébergent aussi des entreprises de l'ESS et d'autres acteurs du territoire engagés pour le développement de l'ESS et de l'innovation sociale. C'est ce qu'on voit apparaître sur la première ligne de notre deuxième cercle de partenaires. Et alors, le programme Erasmus+, qu'on a lancé en 2021, permet de bénéficier de 84 mobilités internationales qui sont donc pour des agents de Toulouse Métropole, mais aussi pour nos partenaires de l'ESS, du collectif Toulouse Métropole Impact. Donc, comme l'a dit Philippe, des séminaires collectifs et des job shadowing individuels, donc des mobilités individuelles pour aller observer le travail d'homologue au niveau européen en situation donc, de travail. Et les séminaires collectifs, ils ont été structurés autour des 3 axes, des 3 défis thématiques. Donc Copenhague, c'était économie circulaire. Barcelone, ça va être inclusion sociale. Et Bologne, alimentation durable et agriculture urbaine. Et donc, on va rencontrer des homologues qui travaillent sur ces thématiques-là dans ces 3 pays-là pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager, monter en compétences. Et Bruxelles nous a permis de comprendre l'économie sociale belge, l'accompagnement des entreprises de l'ESS belge, leurs outils d'accompagnement, mais aussi nous a permis de monter énormément en compétences sur le plaidoyer européen sur l'ESS et les politiques et stratégies européennes sur l'économie sociale aujourd'hui. Mais je vais y revenir. Donc, on s'est doté de 4 objectifs clés dans notre programme Erasmus+. D'abord, échanger avec des homologues européens et développer un réseau de partenaires européens. Découvrir de nouvelles méthodes et pratiques de travail pour chacun des 3 défis et pour renforcer l'accompagnement de l'innovation sociale et des entreprises de l'ESS. Développer des compétences transversales et des compétences linguistiques pour les acteurs de l'ESS sur le territoire. Et transposer des bonnes pratiques et renforcer l'offre de services du parcours entreprise ESS, donc ce parcours avec un ensemble d'offres d'accompagnement d'entreprise de l'ESS. Donc il y a une première mobilité qui a été une mobilité collective qui a été réalisée à Copenhague. J'en ai pas fait partie, donc je vais partager un peu les échos que j'en ai eus. C'était autour de l'économie circulaire. L'idée, c'était d'aller à la rencontre des homologues danois et, comme c'est écrit, donc de bâtir une relation partenariale durable et pouvoir s'échanger sur les pratiques respectives. Donc, il y a un groupe qui s'est dessiné pour partir à la rencontre des homologues danois. Donc, il y avait des structures sur l'innovation sociale et l'ESS qui avaient été identifiées, des ateliers qui ont été organisés, notamment sur la question du financement, de la mesure d'impact, de la création d'un réseau sur l'économie sociale. Et ce qui est intéressant aussi comme résultat de cette mobilité, c'est que le partenaire danois Dizzy a proposé à Toulouse Métropole de faire partie d'un projet qui était en construction pour Horizon Europe et qui a finalement été retenu. Donc, on fait partie d'un projet européen qui s'appelle CRAFT sur l'accompagnement de l'entrepreneuriat social. Et c'est grâce à cette mobilité que les liens ont été renforcés avec Dizzy et qu'on a eu l'opportunité de prendre part à ce projet-là. Je peux juste préciser. Ouais, bien sûr. Juste préciser sur cette mobilité. Moi, je ne l'ai pas faite non plus, mais j'ai fait la visite préparatoire. Et ce qu'on a fait en visite préparatoire, on a rencontré l'ambassade de France et l'Institut français à Copenhague pour travailler avec eux parce qu'ils connaissent bien aussi, bien sûr, le contexte. Et donc, il y a eu des ateliers montés entre les 18 personnes de Toulouse et d'autres personnes, je ne sais plus si c'était entre 15 et 18 personnes de Copenhague. Et ils ont pu faire des ateliers sur des études de cas. Et je ne sais pas, créer par exemple son entreprise de l'ESS, comment on fait en France, comment on fait en Danemark, en petits groupes et en mélangeant. Et ils ont visité une chose très importante qui est marquée là, le logo, c'est Kalundborg Symbiosis. Kalundborg, c'est une usine de traitement des déchets
à Copenhague que le monde entier va visiter parce que c'est d'abord, il y a des robots pour trier le plastique, c'est assez impressionnant à voir fonctionner, mais surtout pour avoir comme la politique des tiers-lieux dans le Nord est assez importante, mais là, ce n'est pas un tiers-lieu, mais pourtant, cette usine de retraitement des déchets, pour être bien intégrée dans son quartier, là où, et pour que les gens qui habitent l'acceptent, eh bien, ils ont créé au-dessus de la grande usine une piste de ski, et vous avez donc un genre de, pas un téléphérique, mais un tire-fesse, comme on dit. Et donc, les gens peuvent aller faire du ski, parce que bon, il y a un peu de neige quand même, enfin, il y avait, avec le changement climatique, ça diminue. Et il y a aussi sur un autre des 4 côtés de l'immeuble, enfin de l'usine, il y a des murs d'escalade. Voilà. Et donc ça, c'est assez parlant de voir comment nos collègues danois ont réussi à avoir l'adhésion de la population grâce voilà, à des projets win-win. Hein. C'est vrai, avoir une usine de retraitement des déchets, c'est pas très très bien, mais quand on peut faire du ski dessus ou faire un mur d'escalade, c'est déjà un peu mieux. Enfin, voilà, mais c'est une démarche assez intéressante à vivre. Voilà quelques images de cette visite-là. Et puis Bruxelles, qu'on a réalisé là début avril, donc c'est tout frais. Pour le coup, j'y étais. On avait un double objectif, monter en compétence sur le plaidoyer européen en faveur de l'ESS et puis déterminer les réseaux de plaidoyer et où s'y insérer aussi, comment influencer les politiques européennes sur l'économie sociale. Et puis monter en compétence sur l'approche belge de l'ESS au niveau de la définition de la stratégie politique, du financement aussi de la stratégie, et sur le volet accompagnement des entrepreneurs en particulier. Avec une petite délégation. Donc, comme disait Philippe, pour chaque mobilité, on a l'opportunité de faire une visite préparatoire auparavant qui permet d'identifier les interlocuteurs pertinents et de faire déjà une grande partie du travail. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et donc, effectivement, on a eu une journée sur l'Europe où on a appris d'interlocuteurs de la Commission européenne, d'un eurodéputé qui s'est rendu disponible, d'Occitanie Europe, donc notre représentation régionale à Bruxelles. Ça nous a permis de tisser des liens, de prévoir de se recontacter avec des demandes plus précises, de mettre en place une veille sur les financements européens de manière un peu plus précise. Et puis, on a rencontré des interlocuteurs de Bruxelles-Capitale et de Wallonie au niveau de l'administration, mais aussi des entreprises et des réseaux de représentation de l'ESS sur place pour apprendre de leur approche et mettre en perspective ce qu'on fait ici. Voilà, et puis le volet de droite, c'était les étapes de co-construction de notre visite. Retour en images. Voilà, on est très content. Enfin, il y a aussi des temps informels pendant ces visites-là qui font partie intégrante des résultats du programme, je pense, qui permettent vraiment de renforcer les liens entre les membres de la délégation qui va partir en mobilité pour nous permettre de renforcer les projets existants et puis pour permettre vraiment d'assurer un passage à l'action suite à la mobilité avec toutes les idées qu'on a eues. Donc, c'est aussi important à prendre en compte. Voilà, rapidement, prochaines étapes. Donc, Barcelone 2025 sur l'inclusion sociale, Bologne 2026 sur alimentation durable, agriculture urbaine, et puis job shadowing. Donc, cette année, c'est la première année vraiment qu'on en a parlé à nos partenaires. Donc, on a 3 job shadowing de prévus et on prévoit de faire un petit webinaire d'information un peu plus poussé pour faire connaître cette possibilité-là et en avoir, j'espère, davantage l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathilde et Philippe. Je me permets, avant de vous redonner la main, Estelle et Israël, une question un peu plus précise sur les job shadowing. Si Mathilde, tu peux nous donner un exemple. Tu disais il y en a 3 de prévus cette année, par exemple. Parce que si tu peux nous en donner un ou deux, le temps que ça... Enfin, voilà.
la durée? Par exemple, oui, donc c'est des visites individuelles et on a un partenaire qui s'appelle l'Agence intercalaire qui travaille sur l'occupation temporaire de lieux ici à Toulouse, donc mise à disposition à des entreprises de l'ESS qui vont rencontrer un interlocuteur qui s'appelle Comuna, je crois. Donc il y a deux personnes de l'Agence intercalaire qui va rencontrer des interlocuteurs qui font à peu près la même chose en Belgique. Avec, j'imagine, des différences et des subtilités qu'ils vont avoir l'occasion d'explorer pendant leur mobilité. Et donc, ils vont passer une semaine sur place pour pouvoir partager les activités du quotidien avec l'entreprise qui va accueillir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. Je relayerai éventuellement. Estelle, Israël, je vous redonne la main. Merci. Voilà, donc Estelle nous a montré l'architecture du programme Erasmus+, et Mathilde Philippe, avec les projets de l'action clé 1 de la métropole de Toulouse, et nous a illustré les activités menées et les résultats qui ont été apportés par les programmes. Et dans cette diapositive, vous avez tous les secteurs éducatifs d'Erasmus+, éducation, formation, jeunesse et sport. Et aussi, il est indiqué les types de mobilités qui sont possibles de faire. Donc, mobilité pour les apprenants. Donc, c'est du jargon Erasmus. Mais les apprenants, en fait, il s'agit de vos usagers. Donc, les citoyens des quartiers, etc. Et la mobilité pour les personnels, qu'il s'agit des salariés et des bénévoles des structures. Nous allons faire un focus dans la mobilité pour les apprenants, mais avant, qui sont les apprenants de l'éducation des adultes au sens Erasmus+. Il s'agit, comme vous le voyez dans les mots-clés, des personnes majeures ou émancipées qui sont en situation d'apprentissage formel, informel ou non formel, et qui ne préparent pas un diplôme, qui ne sont pas dans la préparation d'un titre ou d'un diplôme. Donc, ça peut être des personnes qui sont peu qualifiées, et des personnes qui sont en processus de désocialisation et en raison d'un handicap, problèmes de santé, et d'obstacles économiques, et problèmes sociaux ou géographiques. Et ce sont des personnes qui sont sans activité professionnelle, et, ou des personnes qui sont en contrat de volontariat pour l'insertion, et notamment les salariés en contrat d'insertion et les bénéficiaires des territoires zéro chômeur de longue durée, ou enfin les personnes inscrites dans les établissements relevant du secteur médico-social et du secteur adapté pour les adultes. Donc, ces apprenants peuvent faire des activités de mobilité individuelle de courte durée ou collective pour effectuer un séjour en Europe au sein d'une structure d'accueil pour travailler ses compétences transversales, comme par exemple la confiance en soi, et séjourner dans une autre ville et sortir de son quotidien dans les cadres d'un parcours pédagogique demande de mobilisation des compétences qui sont parfois endormies et qui sont éveillées par la mobilité. Mais il permet aussi la possibilité de faire des mobilités de longue durée et de plus de 30 jours. Et ce qui leur permet de faire, par exemple, deux mobilités de 15 jours chacune. Donc, imaginez-vous, la première mobilité serait pour faire un stage en entreprise et mettre en œuvre des compétences telles que c'est lever à l'heure, être ponctuel, se tenir correctement, aller à la rencontre de l'autre, etc. Et la deuxième mobilité consisterait à mettre en œuvre et consolider ces acquis d'apprentissage. Maintenant, nous allons aborder la mobilité des personnels dans les secteurs de l'éducation des adultes. Qui sont les personnels? C'est vous, les personnels, c'est-à-dire les salariés, les élus d'une collectivité territoriale, les salariés ou bénévoles des structures actives dans l'économie sociale et solidaire, dans l'éducation populaire, de l'urgence sociale, des bibliothèques, des universités du temps libre, des associations d'insertion, des personnes en difficulté, des structures prenant en charge des migrants, etc. Ces professionnels et bénévoles peuvent effectuer des séjours d'observation dans une organisation d'accueil située dans un autre pays dans le but d'apprendre de nouvelles pratiques et de recueillir de nouvelles idées, mais aussi ils peuvent effectuer des séjours d'enseignement pour former des apprenants dans une organisation d'accueil située dans un autre pays, ou enfin, ils peuvent effectuer des cours structurés payants en Europe.
Et concrètement, qu'est-ce qui est financé par les programmes Erasmus+. Et en fait, il existe plusieurs postes budgétaires. Dans les projets de mobilité, nous allons financer principalement les voyages aller-retour ainsi que les séjours, mais aussi nous contribuons à l'organisation du projet avec différents montants selon l'activité. Si vous envoyez en mobilité des participants ayant moins d'opportunités, un forfait inclusion est déclenché. Vous pouvez également avoir une enveloppe pour faire des visites préparatoires, c'est-à-dire pour préparer les mobilités en amont, ou des contributions pour les cours et formations, ainsi que les soutiens linguistiques. Et il y a des forfaits qui existent également. Donc, cette liste des forfaits n'est pas exhaustive et vous trouverez sur les guides tous les forfaits existants. Ce qui est important de retenir est que la plupart des postes budgétaires sont des forfaits. Donc, cela fait que la gestion du projet soit moins compliquée que, par exemple, les fonds structurels que M. Philippe Marchal nous a partagés. Voilà, donc on vient de faire le tour du cadre technique de ce que nous ont illustré Mathilde et Philippe, c'est-à-dire un projet de mobilité financé par le programme Erasmus+. Et alors, peut-être dire que cette illustration du projet porté par Toulouse Métropole, à chaque fois, moi, je suis très impressionnée par le consortium. C'est un gros consortium, c'est une très belle accréditation. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement abouti. Sachez que sur l'action clé 1, si vous êtes une collectivité qui vous lancez, peut-être qui avait envie de vous lancer dans le programme, on n'est pas du tout obligé d'aller sur un consortium de 21 partenaires. On peut démarrer tranquillement avec des mobilités pour ses propres élus, ses propres personnels administratifs, ses propres agents et démarrer par 5 mobilités. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que vraiment, ça va très vite, on vous donne beaucoup d'informations, mais dans les premiers cadres techniques du programme qu'Israël vous a présenté, vous a dit on part de votre idée de projet. Donc, il n'y a pas d'attendu sur la taille du projet, sur le nombre de partenaires, être en consortium avec des acteurs du territoire. Ça n'est pas du tout obligatoire. En fait, vous partez vraiment de vos besoins et de ce à quoi vous êtes acculturé ou pas. Voilà, donc le projet, il sera à votre image et à l'image de ce que vous voulez mettre en œuvre petit à petit. Il n'y a encore une fois aucune obligation. On n'est pas dans une commande publique, donc vous partez de vos besoins. Et ça, c'est très important à comprendre parce qu'en fait, ça vaut pour tous les types de financements qui sont proposés par le programme Erasmus+. Donc, on a travaillé un petit peu sur l'action clé 1. Eh bien, on va passer sur l'action clé 2, c'est-à-dire les projets de partenariat. Alors, ces types de financement ont pour objectif d'améliorer la qualité, la pertinence des activités qui sont proposées par une organisation, de développer son réseau, d'aller sur de la coopération transnationale, de mettre en œuvre des pratiques nouvelles, notamment, ce qui peut vous intéresser tout particulièrement, de contribuer à l'innovation sociétale, l'inclusion, la citoyenneté participative d'une façon adaptée à son territoire. Alors, un exemple de projet, pour que vous fassiez bien la différence entre les projets de mobilité et le projet de coopération. Bon, maintenant, on va illustrer un projet de partenariat, comme on l'a bien dit Estelle. Donc, je vais vous présenter ce qui est fait par la mairie de Villers. Et, il s'agit d'une commune d'environ 13 000 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques. La mairie de Villers a été porteuse d'une initiative au sein du jumelage pour donner une dimension européenne pour faire des échanges avec les villes jumelées d'Espagne et en Allemagne. Les 3 villes n'ont jamais développé des projets européens ensemble. Seule la ville de Villers possède une expérience sur le programme Erasmus. Aujourd'hui, les élus des collectivités partenaires souhaitent réorienter leur jumelage vers des projets européens portés collectivement. Les enjeux sont de renforcer les compétences des collectivités partenaires sur la gestion des projets transnationaux, mais aussi de faire connaître aux habitants les partenariats entre les 3 villes. En effet, les villes partenaires constatent aujourd'hui que le jumelage est très peu connu des habitants. Seules quelques personnes engagées dans le comité de jumelage connaissent
et participent à des échanges ponctuels. Ces échanges ont aujourd'hui peu d'impact sur les territoires et sur les institutions locales. Donc, le premier objectif est de renforcer des capacités des 3 villes à travailler au niveau transnational. Donc, la formation est mise en œuvre pour un groupe de participants issus de 3 pays différents. Des outils pédagogiques adaptés pour les situations interculturelles sont utilisés et transmis aux participants. Le deuxième objectif est le renforcement des compétences des élus et des agences des 3 villes partenaires sur les objectifs de développement durable, afin de mieux communiquer et plus encore auprès des habitants. La formation répond prioritairement à cet objectif. Les acquis de cette formation seront évalués par les biais d'un questionnaire et valorisés dans un document tel qu'Europass Mobilité, remis à chaque participant. Les participants seront invités à transmettre les acquis auprès de leurs collègues dans leur collectivité. Et enfin, le troisième et dernier objectif est la sensibilisation et l'information en destination des habitants des 3 villes sur les ODD et les leviers d'action dans les 3 villes. La formation permettra d'outiller chaque personne pour la création d'une campagne de communication efficace auprès des habitants. Le projet de partenariat simplifié de la mairie de Villers a été financé avec 60 000 € à une durée de 24 mois, donc ça va durer jusqu'au août 2025. Et dans le cadre du projet, ils se sont inscrits dans la priorité d'environnement et lutte contre les changements climatiques, en ayant comme thématique la promotion des formes alternatives de participation, l'environnement et les changements climatiques, et l'inclusion-promotion de l'égalité et de la non-discrimination. Donc, ces projets est l'illustration d'une initiative d'une collectivité territoriale de taille moyenne qui a voulu intégrer Erasmus+ dans ses politiques publiques avec succès. Voilà, alors lorsque vous voulez aller plus loin dans l'échange de pratiques, dans la construction et l'innovation de nouvelles méthodes d'accompagnement, de nouvelles formes de militantisme, donc c'est l'action clé 2 d'Erasmus+, et plus particulièrement les projets en soutien à la coopération qui vont vous concerner. Alors, c'est intéressant de noter ce que vous voyez sur la diapo à l'écran, c'est que les mêmes types de financement sont accessibles à tous les secteurs. Hormis les 2 petites étoiles, il y a toujours une exception hein, qui confirme la règle, mais les 2 petites étoiles qui sont en bas de l'écran, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les… Grosso modo, sur tous les secteurs d'Erasmus+, vous avez accès aux 2 types de financement qu'on va brosser très rapidement là en suivant, ce qu'on appelle les partenariats simplifiés et les partenariats de coopération. Donc, vous pouvez juste retenir que ces formats de projets sont accessibles, quelle que soit la thématique et les publics avec lesquels vous voulez agir. Mais alors, qu'est-ce qui va justifier leur inscription dans un de ces secteurs du programme? C'est-à-dire comment on fait du coup pour se situer? Eh bien, pour obtenir le financement Erasmus+, il est demandé de justifier que le partenariat cible au moins une priorité du programme. Alors, en tout début de présentation, Israël, il vous a décrit les priorités transversales à tous les secteurs. Inclusion, diversité, environnement, transformation numérique, engagement civique. C'est assez simple, voilà. Eh bien, le projet de la mairie de Villers s'inscrivait avait choisi de s'inscrire particulièrement dans la priorité environnement. Eh bien voilà, en fait, c'est ce qui va commencer à justifier votre idée de projet. Et sachez qu'il existe aussi des priorités pour chaque secteur, ce qui vous aide à identifier eh bien, le secteur le plus pertinent pour votre projet et aussi les arguments pour le justifier. En fonction des objectifs du projet, des organisations participantes qui vont être concernées, eh bien, ces projets de partenariat, ils peuvent être de taille et de portée différentes et donc adapter leurs activités en conséquence. Alors, dans cette logique, il y a 2 types de projets qui sont financés. Donc, partenariat simplifié, partenariat de coopération. Les partenariats simplifiés sont conçus pour élargir l'accès au programme à des petites structures, à des personnes difficiles à atteindre. C'est un format de projet qui permet des projets plus courts,
des budgets adaptés à des organisations locales, moins expérimentées peut-être, des primo-demandeurs. Attention, les pays qui ne sont pas des pays qui participent au programme Erasmus+, ne peuvent pas être inclus dans des partenariats simplifiés. Dans une des premières diapositives, on vous parlait des pays avec lesquels vous pouvez travailler dans le cadre d'un projet Erasmus+. Et bien là, c'est les pays qui participent au programme qui sont accessibles sur les partenariats simplifiés. En rose, à droite de votre écran, les partenariats de coopération s'adressent à tous les acteurs académiques, les entreprises, les collectivités, les associations qui sont impliqués sur un territoire. Ils vont viser à permettre aux organismes d'accroître la qualité, la pertinence de leurs activités en développant et en renforçant leur réseau de partenaires pour travailler à un niveau transnational. Donc ici, il est possible de coopérer avec tous les pays du monde. Les résultats des projets de partenariat de coopération doivent être transférables et évolutifs. Qu'est-ce qu'Erasmus+ finance pour ces projets de partenariat simplifié, de partenariat de coopération? Vous voyez à l'écran, en fonction de la taille du projet et donc du choix de partenariat simplifié ou de partenariat de coopération, c'est une subvention forfaitaire qui soutient le projet. Deux types de subventions, deux types de forfaits qui sont attribués au projet sur le partenariat simplifié, 30 000 et 60 000 euros. Et puis, sur les partenariats de coopération, on est sur des projets de plus grande envergure. Donc, on est sur 120 000, 250 000 ou 400 000 euros. En fonction donc du projet, du nombre de partenaires, eh bien, vous allez décider de mettre en œuvre une ou plusieurs activités. Et donc, eh bien, ces activités, à partir du moment où elles sont directement liées aux résultats du projet, eh bien, elles sont finançables dans le cadre des forfaits qui sont attribués au projet. Rencontres entre partenaires, événements dans les différents territoires, travaux collaboratifs avec les partenaires, mais aussi avec des usagers, les citoyens par exemple. La subvention vient aussi en soutien, autant que faire se peut, des frais administratifs ou des besoins en ressources humaines occasionnés par le projet. Donc, un forfait, ça couvre toutes les dépenses qui sont liées au projet, quel que soit le type de dépense. Donc, on ne vous fait pas une liste à la Prévert des types de postes budgétaires, ce n'est pas la peine. Le forfait vient en soutien du projet. Mais concrètement, comment faire pour aller chercher ces opportunités de financement après ces webinaires? Nous venons de voir ensemble, la première étape est de situer votre idée de projet dans l'architecture du programme Erasmus+. Cela vous permet de déterminer le type de financement sur lequel vous pouvez positionner votre idée de projet, mais aussi de commencer à définir un calendrier de travail. En fonction du secteur Erasmus+ et du type de financement, les dates de dépôt des demandes de subventions changent. Erasmus+ fonctionne sur la base d'un appel à proposition annuel. Tous les ans, à la mi-novembre, est publié le guide du programme Erasmus+, dans lequel vous trouverez les dates de dépôt des candidatures. Les grands temps de dépôt des candidatures sont les mois de février, mars et octobre. Mais il peut y avoir d'autres opportunités. Quand vous avez une idée de rétroplanning, il est nécessaire de trouver votre ou vos partenaires européens, mais aussi de préparer, voire convaincre votre ou les équipes en interne. Un projet Erasmus+ ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne. Une équipe projet doit se constituer et cela peut prendre un peu de temps. Enfin, savoir trouver les informations pertinentes pour ne pas perdre trop de temps et s'entourer. Alors, vous avez là à l'écran des lieux web où trouver les informations dont vous avez besoin si vous avez envie d'aller chercher du financement Erasmus+. Alors, vous voyez, il y en a un certain nombre. Et on s'y perd facilement. Alors, on aime bien cette diapositive, elle n'est pas très jolie.
Alors, par contre, elle montre bien la constellation des sites et voilà, et comment vous perdre efficacement dans la recherche d'informations pour aller construire votre projet et demander votre financement. En fait, en ce qui concerne éducation et formation, tous les secteurs de l'éducation et de la formation, c'est mon projet Erasmus+ qu'il faut aller voir. Voilà, donc ça, vous pouvez vous le noter. C'est le plus simple. C'est le site web de référence où vous trouverez le digest du guide du programme et des informations étape par étape pour construire et votre projet et demander votre financement dans de bonnes conditions. Ensuite, pour jeunesse et sport, eh bien, sur le site de l'agence jeunesse, les étapes sont bien indiquées aussi et vous aurez toutes les informations. Pour le secteur de l'éducation des adultes, on a travaillé un petit peu différemment que sur les autres secteurs. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de petites structures qui cherchent qui ont des idées de projet, mais qui n'osent pas transformer l'essai. Ça peut être aussi votre cas quand on est de primo-demandeur. Ça n'est pas évident. On a plein d'idées et puis ensuite, on ne franchit pas le gap entre l'idée de projet et je vais chercher du financement. Donc, sur le secteur de l'éducation des adultes, qui est un secteur qui vous concerne tout particulièrement si vous travaillez dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, vous avez des sessions de questions-réponses qui sont tous les mois. Donc, il y a un site web de référence et des sessions de questions-réponses tous les mois qu'on anime Israël ou moi, ou tous les deux, quand on est disponible tous les deux. C'est des sessions de questions-réponses qui sont alors sur inscription. On essaie d'être un petit groupe de 8 maximum. Et l'idée, c'est de reprendre les bases de ce qu'on vient de se dire parce que ça va vite et qu'on a besoin de s'éclaircir les idées. Et ensuite, de répondre à vos questions, de savoir si vous êtes bien dans Erasmus+, et vous êtes bien, votre idée de projet, vous avez déjà imaginé que vous alliez sur le secteur de l'éducation des adultes, mais peut-être que vous êtes trompé. Peut-être que c'est du jeunesse, peut-être que c'est… Voilà, donc on vous réoriente, on vous oriente dans le programme. Une fois que ça, c'est fait, vous pouvez participer. Alors, le mardi 25 juin, on vous donne direct la date, on organise un webinaire qui est spécifique aussi au secteur de l'éducation des adultes et qui commence à vous préparer à partir d'une idée de projet à bien utiliser le vocabulaire du programme. Vous voyez, il y a besoin d'une petite traduction entre son quotidien, ce qu'on fait au quotidien, et le jargon du programme. En fait, c'est le plus gros du travail que vous allez avoir à faire, c'est-à-dire mettre en forme votre idée de projet dans le cadre Erasmus+. Donc, ce webinaire, il a vraiment cette vocation-là, c'est-à-dire passer de votre idée à « Ah, c'est bien de l'Erasmus+, et je vais utiliser le bon vocabulaire, donc je ne vais pas me tromper de type de financement, encore une fois ». Et puis, vous allez trouver vos partenaires, vous allez continuer à travailler sur votre idée de projet et on organise un atelier tous les ans, maintenant depuis quelques années, qui se déroule alors soit tout début décembre. Cette année, c'est le mardi 19 novembre 2024 dans plusieurs régions de France. Là, c'est pas du tout en distanciel, c'est en présentiel. On passe la journée ensemble. Alors, avec Israël et moi, mais pas que, il y a des experts Erasmus+ de l'éducation des adultes qui animent cette journée et qui vont vous aider à travailler une fiche mémo de projet pour vous faciliter le passage à la demande de financement, c'est à la complétion du formulaire de candidature. Donc ça, c'est l'étape suivante. Et puis évidemment, quand on est en plein dans la rédaction de son formulaire de candidature, souvent on a besoin d'aide. Et donc là, on vous organise des sessions de questions-réponses ou quand vous avez un problème technique ou des difficultés à comprendre les questions du formulaire, on est là pour vous aider aussi et vous orienter. C'est ce qu'on appelle, et là c'est tout secteur, le cycle de prêt pour Erasmus+, donc le cycle d'accompagnement tout secteur quand on répond là aux appels à projets. Et évidemment, avec Israël, on est disponible toute l'année pour des rendez-vous de 30 minutes. En général, on essaie de cadrer les rendez-vous de 30 minutes, mais en tout cas, c'est du bilatéral. Et voilà, donc on répond plus précisément aux questions qui vous concernent. Et puis, si vous n'êtes pas disponible pour assister eh bien, aux sessions du 25 juin, au 19 novembre ou aux sessions de questions-réponses mensuelles, voilà, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. En tout cas, il ne faut pas avoir peur de solliciter l'agence. Nous sommes là pour vous accompagner, en tout cas pour vous aider.
Voilà, je crois que nous en avons fini pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions, suivant comment vous êtes avancé aussi sur la technique du programme. Peut-être qu'on n'a pas répondu à vos questions ou bien beaucoup d'informations. Donc parfois, il y a besoin d'éclaircir un peu les idées. Donc on est à votre disposition encore pendant une vingtaine de minutes. Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je vois que Jean-Marc Faure a mis quelques liens vers des réseaux, effectivement, qui sont aussi et sur le SS et sur la dimension européenne. Je pense que la plupart d'entre vous les connaissez d'ailleurs, mais voilà, merci Jean-Marc Faure. Moi, j'ai une question peut-être pour lancer l'échange qui s'adresse peut-être plus spécifiquement à Philippe. Concrètement, par exemple, pour cette demande d'accréditation Erasmus+ sur le SS, combien de temps de travail ça demande? Enfin, je sais bien que c'est à la louche, que ça dépend de plein de choses, mais voilà. Oui, je vais vous répondre. Et puis, je vois qu'il y avait il y avait dans le chat une question importante. Est-ce qu'on ne peut passer que par l'accréditation? Donc, non. Vous avez les dates annuelles pour vos projets. L'accréditation, si vous voulez, l'avantage de l'accréditation, c'est en gros, c'est avoir un passeport. Vous demandez un passeport. Et si vous êtes accrédité, vous avez un passeport pour 7 ans, pour la durée de 21 à 27. Et vous avez fait un plan Erasmus+, et vous avez comme ça la possibilité chaque année de faire des demandes simplifiées de financement, qui sont simplifiées, mais il ne faut pas se tromper de bouton. Moi, la deuxième fois, je me suis trompé de bouton, et au lieu de demander une formation de staff, de personnel, j'ai demandé une formation d'apprenant. Voilà. Bon, on a adapté. C'est pour ça qu'on a fait une petite mobilité de staff cette année. Voilà, donc quand on est fatigué, il faut faire attention. Mais après, combien? Alors, donc ça, peut-être sur l'accréditation, peut-être l'agence peut répondre, c'est plutôt leur enfin, accréditation ou pas accréditation. Moi, sur le temps d'accréditation, c'est déjà il y a 4 ans, donc en plus, comme c'est juste après le Covid, c'est des périodes qu'on a un peu oubliées, exprès peut-être. Mais en tout cas, on a travaillé, je sais pas, un bon mois pour se mettre d'accord entre direction internationale Europe et direction de l'ESS pour, moi, bien expliquer à l'ESS ce qu'était Erasmus+, donc faire du pédagogique plus, parce que ça fait toujours un peu peur, les projets européens. Moi, je sais, en tant que service Europe, des fois, on va dans une direction faire une réunion et les gens ont peur de nous parce que ça va être compliqué. Et là, avec Erasmus+, c'est tellement simple que voilà, on n'apporte que des bonnes nouvelles. Mais bon, elle est un bon mois de travail sur notre plan Erasmus+, un mois et demi. Et après, quand on a eu le go de notre hiérarchie pour y aller, bon, le temps de prendre quelques contacts. Donc, Israël et Estelle ont été dans nos contacts, bien sûr, et je peux vous dire qu'ils sont là vraiment pour vous aider et vraiment répondre à toutes les demandes, parce que c'est vrai que la novlangue européenne et la novlangue Erasmus+, hein, la langue, il faut l'acquérir, et il faut bien lire aussi le programme. Et si vous demandez une accréditation, bien lire ce qui concerne l'accréditation, ce qui concerne un projet de partenariat, pour utiliser les mêmes termes et puis et demander des choses qui sont éligibles. C'est un peu comme toute demande de subvention. Si vous demandez une subvention à l'État à côté de la plaque, ben vous aurez à côté de la plaque. Voilà. Donc ça demande un peu de temps. Donc j'ai envie de dire, pour faire la demande d'accréditation, un bon mois et demi. On va dire 3 mois au total, mais pas à 100%, pas à temps plein. Voilà. Mais voilà. Après, bon, je suis un peu aguerri sur Erasmus+, donc ça aide aussi quand même. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la jeunesse, le domaine de la jeunesse. Et j'ai oublié de dire, en plus des accréditations, les 3 que j'ai cités, on a aussi, on est dans un lead, un consortium Corps européen de solidarité. On a pu accueillir en septembre 30 jeunes européens qui étaient volontaires de la Coupe du monde de rugby à Toulouse, puisque vous savez que nous sommes spécialisés en rugby à Toulouse. Peut-être pour compléter, Philippe, sur l'accréditation. En fait, l'accréditation, c'est une stratégie de structure. C'est-à-dire que quand vous avez déjà une stratégie européenne ou internationale, que il y a déjà une vision, en fait, soit dans le projet associatif, soit dans le projet de structure. Il y a déjà une vision, des objectifs
qui se situe à un niveau européen international, l'accréditation, elle est intéressante. Et c'est ça qu'on vous demande de justifier dans l'accréditation. Ce n'est pas une demande de financement au vrai sens du terme. C'est vraiment l'explication de votre stratégie et en quoi finalement des fonds Erasmus+ vont venir soutenir cette stratégie et à moyen ou long terme. Donc, ce n'est pas du one shot en fait. C'est pas juste pour organiser des mobilités de personnel et après, basta en fait. Donc, vous présentez une stratégie à moyen et long terme. Alors, moyen terme, en fait, pour le programme, c'est 2 ans. Donc, c'est pas non plus. Voilà. Mais comme le programme fonctionne sur 7 ans, du coup, voilà. Ça représente 2-3 ans, ça représente du moyen terme finalement, ça va assez vite. Voilà à quoi sert l'accréditation. Alors l'avantage de l'accréditation, évidemment, c'est que quand on a une stratégie et qu'on sait qu'on va faire des demandes de mobilité comme ça, peut-être tous les ans, ça évite de redéposer l'intégralité de la demande, du projet tous les ans et de demander d'avoir un dossier de 30 pages à remplir tous les ans. Donc, effectivement, la demande est simplifiée après une fois que vous êtes accrédité et surtout, ça vous assure d'avoir un minimum de subvention. C'est-à-dire que vous êtes sûr et certain d'avoir une subvention qui vous est versée. Alors, suivant les secteurs, la part du gâteau est plus ou moins grosse. Il y a beaucoup de demandes sur certains secteurs, moins sur d'autres. Et donc, les subventions sont adaptées en fonction, évidemment, pour que tout le monde ait un peu quelque chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas être rejeté ou refusé. Quand on démarre tout juste dans le programme et qu'on ne veut pas aller sur l'accréditation parce qu'on ne sait pas trop, qu'on a besoin d'expérimenter, le type de financement qui convient s'appelle un projet de mobilité de courte durée, qui porte bien son nom, parce que c'est un projet de une première étape dans Erasmus+. Et là, en fait, c'est des petits projets qui permettent de demander jusqu'à 30 mobilités maximum. Donc, par exemple, il y a une question dans le chat là, qui demandait à laquelle Israël a répondu par écrit, est-ce qu'un job shadowing, ça peut correspondre à un projet de mobilité? Si vous avez besoin d'acculturer votre équipe, par exemple, et d'organiser 3-4 mobilités pour 3-4 personnels, ça peut déjà être un projet de mobilité de courte durée. Vous voyez comment ça se passe. Vous utilisez les fonds, vous voyez aussi comment ça fonctionne, le conventionnement avec Erasmus+, et ensuite, vous déployez. Des projets de mobilité de courte durée, on peut en déposer 5, je crois, maximum. Alors, donc maintenant, évidemment, on est en 2024. Donc, en gros, vous pouvez faire la courte durée jusqu'à la fin de la programmation. Ça ne posera pas de problème. Voilà. Mais à chaque fois, vous repassez par la moulinette de l'évaluation et vous n'êtes pas sûr d'être financé. Donc, c'est mieux d'être accrédité si vous avez envie d'organiser des mobilités jusqu'à la fin de la programmation. Mais pour un test, projet de mobilité de courte durée, c'est bien. Je crois que la question par rapport au job shadowing, c'était est-ce qu'il est possible de faire des demandes de job shadowing en dehors du projet de mobilité? La réponse est non. Il faut un projet. En fait, c'est ça, c'est le jargon du programme aussi. C'est-à-dire qu'un projet, il va porter sur, par exemple, 15 mois. Et à l'intérieur du projet, vous mettez en place plusieurs types d'activités qui vont être du durée. Par exemple, donc Israël l'a présenté tout à l'heure, pour la mobilité des personnels ou des usagers, entre 2 jours et 29 jours. Donc ça, c'est des activités à l'intérieur d'un projet qui a une stratégie, des objectifs plus globaux. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez lever la main pour demander la parole si vous le souhaitez. Peut-être ajouter un mot aussi sur le reporting qui est demandé. Donc, il n'y a pas de justification à donner sur donc les dépenses, etc. On est d'accord, c'est des forfaits qui sont versés. Ensuite, il y a du reporting à faire par rapport aux objectifs d'apprentissage qu'on se fixe en début de chaque mobilité et puis à la fin du projet pour voir si on a répondu aux objectifs de notre projet.
Donc, c'est relativement léger en termes de reporting, en même temps très intéressant à la fin de chaque mobilité de remplir le questionnaire qui est proposé pour pouvoir vraiment tirer tous les fruits de la mobilité, se poser un petit peu pour réfléchir à ce que ça nous a apporté collectivement. Donc, je dirais reporting plutôt léger et enrichissant pour les personnes qui bénéficient des mobilités. Mais sachant quand même que pour le gestionnaire du projet Erasmus+, sur 5 ans, on doit garder toutes les preuves de mobilité, voilà, les dépenses et tout ça, puisqu'on peut avoir un contrôle. Vous savez qu'il y a des contrôles de plusieurs niveaux au niveau européen. Donc là aussi, on peut être tiré au sort ou choisi pour un contrôle. Et auquel cas, il faut par contre là montrer ce qu'on a fait et dire ce que l'on a fait et faire ce que l'on a dit. Voilà, enfin, c'est la démarche. Voilà, donc ça, il faut quand même garder toutes les preuves et tout, mais après, l'organisation, puisque dans une grande collectivité comme la nôtre, Toulouse Métropole, on a des organisations des fois un peu lourdes, mais vous pouvez vraiment, ça s'adapte avec en gros, il y a la mobilité Erasmus+, et il y a les forfaits, et puis il y a ce que vous dépensez, voilà, mais c'est assez simple quand même. Voilà, surtout pour les adultes. Voilà. Après, pour les échanges de jeunes, comme vous êtes dans la jeunesse, c'est un peu plus compliqué parce que vous ne pouvez pas rembourser les adultes, les jeunes, les frais par exemple, les frais de nourriture, ça, vous ne pouvez pas leur rembourser, ce ne sont pas des agents. Donc là, il faut prévoir d'autres systèmes. Mais pour les adultes et les personnels, soit des mairies, des métropoles, des conseils départementaux, mais même des associations avec le consortium, c'est assez simple. Voilà. Mais je ne vais pas l'expliquer là, c'est trop long. Merci. Il y a une question de monsieur ou madame. Je suis désolée, j'ai pas la liste des inscrits devant moi. Savary Chavi, par rapport à la possibilité éventuellement d'en partage de reporting. Alors, je sais pas si soit au niveau de l'agence, vous avez des modèles, soit Mathilde et Philippe, si vous êtes OK pour partager un modèle. Alors, les rapports en fait qui sont transmis sur l'utilisation des fonds par les bénéficiaires ne sont pas accessibles publiquement. Par contre, il y a une base de données en fait qui est un outil européen sur les résultats des projets financés par le programme et qui est assez bien faite parce que vous pouvez faire une recherche par thématique. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer tout un tas de critères et aller chercher directement en fait les projets sur lesquels peut-être qu'il y a des projets qui ont été financés, c'est sûr, sur les différentes problématiques du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc, vous rentrez vos mots-clés et vous pouvez choisir les pays. Enfin, il y a vraiment tout un tas de critères que vous pouvez, des filtres que vous pouvez utiliser pour faire une recherche assez précise. Et vous pouvez, du coup, aller voir les résultats des projets. Vous avez les sites web des projets qui sont accessibles. Donc, allez voir directement le type de résultats qui sont financés. Voilà. Mais nous, côté agence, on diffuse rien. On diffuse pas les rapports des bénéficiaires. Je ne sais pas si je réponds à la question posée. On peut pas. Oui, je suis d'accord avec Estelle. C'est vrai que c'est comme il y a dans tous les rapports du participant. Donc, quand il y a une mobilité qui est organisée, on inscrit sur une plateforme, Beneficiary Module, le nom de la personne, enfin voilà, toutes les données. Donc, c'est des données privées. Donc, vous savez qu'avec les nouvelles directives européennes, on ne peut pas les partager. Et dans le mois qui suit la mobilité, est généré automatiquement par la plateforme un mail où chaque participant doit faire son rapport du participant. Et là, il y a des questions fondamentales qui est qu'est-ce que vous avez appris à votre mobilité? Donc ça a été préparé en amont dans un contrat pédagogique. Il y a un contrat financier aussi, mais c'est autre chose. Mais le contrat pédagogique où on met les acquis d'apprentissage que l'on va apprendre, qu'ils soient formels ou informels. Ils sont d'ailleurs plutôt, nos indications pour les adultes, informels.
hein, type interculturel ou échange de bonnes pratiques. Enfin voilà, on met tout ça. Et donc le participant, c'est là où l'importance de l'équipe qui encadre les projets Erasmus+, on doit bien veiller à ce que les participants ont compris qu'on n'a pas mis les acquis d'apprentissage uniquement pour faire plaisir à l'agence, mais qu'on a mis les acquis d'apprentissage parce qu'on va apprendre quelque chose quand on va faire une mobilité européenne ou internationale, et qu'après, on doit, avec le rapport participant, dire ce que l'on a appris, ou ce que l'on n'a pas appris, ou ce que l'on a raté, ou ce qu'on pourrait faire mieux. Voilà. Et après, le coordonnateur Erasmus+, une fois que vraiment la période est terminée, il a un rapport final à faire. Mais alors, une bonne partie est intégrée automatiquement par la moulinette, le bénéficiaire module. C'est très, très bien fait. Il faut juste vérifier que les statistiques soient bonnes, parce que des fois, il y a eu quelques bugs et tout, mais on y arrive. Et puis, ouais, mais là, ça marche bien en ce moment. Et on fait un rapport final. Voilà. Donc ça, moi, personnellement, pareil, je ne les donnerai pas parce qu'il y a des données privées et qu'on n'a pas le droit, hein, vraiment. On est même obligé de mettre, vous savez, pour stocker nos informations, on a maintenant des serveurs protégés pour pas que moi, les agents de la direction d'à côté aillent les voir. Hein. On est obligé vraiment de les tenir. Voilà. Mais on peut facilement expliquer comment on fait ou montrer un modèle vierge. Voilà. Enfin, ça, c'est peut-être faisable. Voilà. Ça doit être faisable même. Il faut un peu de temps. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai partagé dans le chat les retours d'expérience. Alors, forcément, en base de données moins développée que celle de l'agence et d'Erasmus+, de l'outil dont parlait Estelle, mais néanmoins, deux projets portés par des collectivités, enfin deux projets Erasmus+, portés par des collectivités en lien avec l'ESS, l'accréditation de la collectivité territoriale de Corse, accréditation Erasmus+, également pour développer l'ESS, et Pleine Commune en tant que participant d'un projet Erasmus+ nature sur le développement des nouveaux métiers autour de l'économie circulaire, métiers de demain autour de l'économie circulaire. Et on a une demande pour savoir si le projet toulousain a un site internet dédié ou peut-être un article de presse, une présentation. Alors, oui, on va répondre. Toulouse vient de bénéficier, je ne sais pas si on peut parler de bénéfice. Oui, si, venant de bénéficier d'un grand changement qui s'appelle Proxima, un changement vraiment de fond en comble de notre organisation Mairie Toulouse et Toulouse Métropole, et qui a été suivi par un changement profond du site internet, etc. On en avait une, mais elle n'y est plus pour le site existant. Et là, moi, je suis en attente d'une nouvelle directrice qui arrive au mois de mai pour revoir nos besoins en termes internet, etc. Mais bon, comme c'est quand même plutôt des mobilités de personnel ou de jeunes, hein, pour plutôt la jeunesse et des trucs jeunesse, bon, on n'a pas envie non plus de... Enfin, c'est fait un peu en interne, entre guillemets, même si par exemple pour nos échanges de jeunes, c'est ouvert à des jeunes qui sont dans les CLAE ou les structures de prévention spécialisées, les clubs de prévention, les lieux d'accueil jeunes, enfin bon, tout un tas de... Voilà. Donc pour l'instant, on n'est qu'en troisième année, ou quatrième année pour l'accréditation et deuxième année pour jeunesse et l'autre accréditation, un référent Europe. Donc on est un peu jeune et le volet communication, grand public, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore, voilà, on n'y est pas encore. Voilà. Ça viendra avec nos nouvelles directions, mais on n'y est pas encore. Voilà. On y réfléchit parce que on est beaucoup après sollicité, hein, par les citoyens, et pas que les citoyens toulousains. Parce que moi, par exemple, on a des échanges de jobs d'été entre villes jumelles, Saragosse et Düsseldorf. Et du coup, j'ai des gens de toute la France qui me demandent des questions et tout. Et c'est tellement chronophage là, que voilà, on fait attention maintenant à sur quoi on communique et comment. Parce que, voilà. En tout cas, sur la dimension ESS, on en fera un article sur le site du RTES.
il n'y a pas de problème. Super. Et puis, on peut partager la présentation d'aujourd'hui. Ouais. Ça va. Merci. Dans ce cas, du coup, puis je pense qu'on va en plus pouvoir conclure. Dans ce cas, voilà, nous, effectivement, ce webinaire est enregistré. On reviendra vers vous avec le lien de l'enregistrement et les liens des différents supports, du coup, de l'agence et de Toulouse Métropole. En tout cas, vraiment un grand merci à Estelle Duprais, Israël Mendes, et puis Mathilde Pellizzari et Philippe Marchal pour vos interventions et témoignages durant ce webinaire. Merci aussi à toutes et tous les participants. Et puis, je vous mets le lien vers le prochain. On t'entend plus, Chloé. Ton micro a été coupé. Merci. Je vous mets dans le chat le lien vers le prochain rendez-vous du RTS, donc un webinaire sur le revenu de transition écologique qui a lieu la semaine prochaine. Et puis, on vous invite aussi, mais en tout cas pour les collectivités adhérentes, vous recevrez l'info à l'Assemblée générale du RTS qui est à Marseille les 4 et 5 juillet prochains. Très bonne fin de journée à vous et Merci à beaucoup. bientôt. Merci.